Bonsoir et bienvenue dans ce 19-20. Tout à l'heure, à 19h30, vous retrouverez votre édition nationale à la une. Ce soir, le procès d'Andy, un jeune garçon accusé d'avoir tué son père, sa mère et ses deux petits frères. Un adolescent ordinaire qui a basculé dans la violence une nuit d'août 2009. Les experts sont partagés sur l'état psychologique de l'assassin présumé. La colère des blouses blanches, des milliers d'internes étaient aujourd'hui dans la rue pour protester contre leurs conditions de travail. Les chirurgiens aussi ont lancé une grève illimitée pour dénoncer l'accord d'octobre dernier sur les dépassements d'honoraires. Et puis, 2 jours après la mort d'un bébé victime dans l'Hérault d'un chauffard ayant consommé du cannabis, enquête sur ces automobilistes sous l'emprise de stupéfiants. Mais tout de suite, l'actualité à Paris et en Ile-de-France. Le plan anti-pollution de Bertrand Delanoë soumis au Conseil de Paris. Baisse des vitesses, interdiction des véhicules les plus anciens. L'UMP dénonce une chasse aux pauvres. Le maire évoque, lui, le retour de la prime à la casse. Les habitants d'une résidence de Grigny dans l'Essonne peut être bientôt privés de chauffage. Aucun fournisseur ne veut reprendre le contrat qui arrive à échéance. En cause, la dette de 5 millions d'euros accumulée par la copropriété. Et puis, rencontre ce soir avec Grand Corps Malade. Marianne, on connaît les mots du slammer de Saint-Denis. Cette fois, il nous dévoile ces mots MAUX. Oui, dans son premier livre, il raconte comment son grand corps, 1,94 m, est devenu malade. Bonsoir Fabien Marceau. Bonsoir. Alors l'accident dont vous avez été victime il y a 15 ans, votre longue rééducation, tout ça c'est dans ce livre, très bien écrit, très réaliste, dur et drôle à la fois. Et on en parle dans un instant. À tout de suite. Merci, à tout à l'heure. Ces grandes lignes avaient été dévoilées il y a 15 jours. Bertrand Delanoë a donc présenté officiellement aujourd'hui son plan de lutte contre la pollution au Conseil de Paris. Une mesure en particulier suscite la polémique, l'interdiction des véhicules les plus anciens. Perrine Brami avec Colette Zagaroli. La chasse aux 2 chevaux, 4L et autres vieilles voitures est ouverte. Dans le viseur du maire de Paris, les véhicules particuliers de plus de 17 ans, les poids lourds de plus de 18 ans et les 2 roues de plus de 10 ans. Ces véhicules très polluants seront interdits de circulation dans la capitale et ses environs, mesure jugée discriminatoire. Ma 2 chevaux de 1956 consomme 4 litres d'essence au 100 km. Je ne pense pas que je pollue plus qu'un gros Hummer ou un Porsche Cayenne avec son V8 diesel. Beaucoup de personnes n'ont pas les moyens aussi de changer leur voiture et je pense qu'on ne choisit pas d'avoir une voiture de plus de 17 ans. Je pense qu'au moment aussi c'est une nécessité. L'interdiction pourrait entrer en vigueur en 2014 dans un périmètre incluant Paris et une partie de la Petite Couronne jusqu'à l'A86, secteur baptisé ZAPA, zone d'action prioritaire pour l'air. Autre mesure phare proposée par le maire de Paris, réduire de 10 km/h la limitation de vitesse sur les boulevards périphériques, bien mais pas suffisant pour les experts. Cette mesure permettrait de diminuer entre 2 et 5 % les émissions de polluants, vraisemblablement surtout en soirée où on a moins de trafic puisque dans le reste de la journée on est très souvent en dessous de toute manière des 80 km/h sur le périphérique. Et si 3 millions de franciliens respirent un air trop pollué au regard des normes, ces mesures sont loin de faire l'unanimité chez les automobilistes. Elles apparaissent pour beaucoup comme un énième plan anti-voiture de l'ère Delanoë. Quels sont les transports, quels sont les moyens alternatifs qu'on a aujourd'hui pour aller sur Paris? Très peu ou complètement saturés et complètement inadaptés. C'est une bonne solution, mais il faudrait peut-être aider les gens aussi à pouvoir accéder à ces nouveaux véhicules. Et pour aider les automobilistes, Bertrand Delanoë entend notamment relancer la prime à la casse pour les franciliens. Mais cette décision-là ne relève pas de ses compétences. Alors Patrick Ferrand, est-ce que ce plan anti-pollution, c'est un plan anti-pauvre comme le dit l'UMP ? Rien de tel, Marlène, pour agacer Bertrand Delanoë que de l'accuser de favoriser les bobos et les autres gens aisés. Alors le maire de Paris, aujourd'hui, a ciblé les 4x4 qui, dit-il, n'ont rien à faire dans les centres urbains. Vous voyez, les chers, très chers 4x4 rejoignent donc les véhicules les plus anciens qui, eux, sont conduits par les plus modestes dans la file des voitures à interdire en ville. Et de plus, ces véhicules, vous l'avez dit, bénéficieraient d'une prime à la casse. C'est la justice sociale version Delanoë. On écoute le maire de Paris. Ce sont vraiment les plus modestes qui souffrent le plus dans leur santé des problèmes de pollution. Deuxièmement, les catégories populaires, elles sont d'abord dans les transports en commun. Et des véhicules anciens qui serviraient à des salariés pour aller travailler, il y en a beaucoup moins que vous ne le pensez.
Alors la prime à la casse, vu l'état des finances publiques, c'est peut-être pas acquis. Pourquoi Bertrand Delanoë se lance dans un tel chantier à moins de 2 ans des municipales ? Alors il faut savoir, Marlène, que le gouvernement est sous la pression de l'Europe pour renforcer la lutte contre la pollution. Alors dans cette affaire, Bertrand Delanoë ressemble à un poisson pilote de la politique que pourrait mener l'équipe Hérault. Exemple, le diesel. Le maire de Paris réclame une hausse des taxes sur le diesel, alors où le gouvernement réfléchit à une hausse de la fiscalité écologique qu'il faudra bien justifier auprès des Français. Oui, mais alors ça, c'est un dossier ultra sensible parce que toucher au diesel, ça peut mettre en danger clairement certaines entreprises. Oui, le diesel, c'est 60% des voitures en France sont diesel. Donc si vous remettez en cause le diesel, vous mettez en cause les constructeurs automobiles français et surtout Peugeot. Alors en plein débat sur la compétitivité, ça semble difficile. Vous le voyez, en tout cas, ce débat sur la place de la voiture en ville a des répercussions politiques majeures. À suivre attentivement. Merci beaucoup, Patrick. En 10 ans, la circulation automobile, justement, aurait baissé de 25% dans la capitale. Alors, peut-on imaginer la même évolution en grande banlieue ? Il y a quelques semaines, Cergy lançait l'opération L'Agglo sans mon auto, invitant 6 volontaires à expérimenter d'autres moyens de transport. Quel bilan aujourd'hui ? On voit ça avec Tania Watine et Stéphane Lisny. 7h30, Dominique Peset part au travail. Toute sa vie, elle y est allée en voiture. Mais depuis 2 mois, elle prend systématiquement le bus. Un trajet de 4 km en 12 minutes. Des fois, la voiture, c'est peut-être même parfois un peu plus long parce que bon, y a des ralentissements que bus, on a la voie de bus. C'est l'avantage. Cette habitante de Cergy-Pontoise s'est convertie au transport en commun après avoir participé au challenge Vivre 3 semaines sans sa voiture. Pierre Vattier a eu le même déclic. Nous l'avions filmé fin septembre au début de l'opération. Il testait alors la marche à pied pour aller à la crèche et le RER pour se rendre au travail. Aujourd'hui, le challenge est terminé et pourtant... J'ai un véhicule personnel, mais j'essaye de m'en passer le plus possible, ne serait-ce que pour le critère financier, pour le critère écologique. 4 des 6 volontaires de l'opération continuent ainsi à laisser leur voiture de côté, ce qui leur permet, d'après le site internet de l'ADEME, de diminuer leurs émissions de CO2 de 57%. Même baisse pour leur budget transport. Les trajets, eux, s'allongent, plus 18 minutes par jour, mais cela n'entame pas l'enthousiasme de ces nouveaux convertis. Je sensibilise un petit peu les personnes autour de moi. Je dis, tu pourrais prendre le bus, c'est simple, c'est à portée. Oui, mais on me répond, j'ai des paquets, j'ai ceci, j'ai cela. Donc, comme moi, ce que je faisais avant, je trouvais toujours une petite explication. Oui, mais... L'agglomération de Cergy-Pontoise en est convaincue. Pour changer les mentalités de ses habitants drogués de voitures, il faut des opérations pédagogiques qui montrent l'exemple. En bref, plusieurs milliers d'internes ont manifesté cet après-midi à Paris. Ils protestent contre leurs conditions de travail, des semaines de 70 heures, parfois pour 1 500 € de salaire. Leur grève vient s'ajouter à celle des chirurgiens des cliniques, lancées elles aussi ce matin. De nombreuses opérations ont dû être déprogrammées aujourd'hui. Les urgences, en revanche, sont assurées. 17 000 habitants de Grigny dans l'Essonne vont peut-être devoir passer l'hiver sans chauffage. Le contrat de la copropriété arrive à échéance le 31 décembre et aucun fournisseur de gaz ne veut le reprendre à cause des impayés. Explication Farid Benbekay et Daniel Petit-Cueno. 8 degrés dehors, 20 à l'intérieur. Bref, le chauffage au sol fonctionne à merveille, mais peut-être plus pour très longtemps. Car faute de fournisseurs, le gaz sera purement et simplement coupé. Je ne vois pas aujourd'hui pourquoi je ne serais pas chauffée. Moi, mon chauffage, je l'ai payé. Voilà. Donc on en est là parce qu'il y a des gens certainement en grande difficulté pour la plupart qui ne peuvent pas payer. J'imagine mal que même ceux qui peuvent encore payer puissent se retrouver avec les dettes des autres. C'est pas possible. Et l'ardoise est astronomique. En quelques années, la résidence a accumulé 4 millions d'euros de dettes essentiellement dues à des impayés, au chauffage, entretien de l'immeuble, autant de charges que certains copropriétaires ne paient plus depuis une quinzaine d'années. Je pense que c'est les banques et les agences qui sont en tort aussi, qu'ils ont vendu des appartements avec des gens qui n'avaient pas de sous. Un chauffagiste qui jette l'éponge et voilà tout un quartier avec son commissariat, ses écoles et sa crèche qui risquent de grelotter cet hiver. Mais pour le maire de Grigny, le responsable de ce fiasco financier, c'est d'abord la Cofélie, filiale de GDF. Ce fournisseur de gaz aurait surfacturé la consommation de Grigny 2. Sur ce type de chaufferie, sur ce type de prestation, le prix moyen tourne autour de 65 € le mégawattheure. Et donc,
on est bien là face à une société qui a fait payer trop cher un service, certes de qualité, mais beaucoup trop cher. Le secrétaire d'État au logement a été saisi. Si aucune solution n'est trouvée, l'État pourrait même réquisitionner une entreprise. En attendant, les habitants surveillent cette cheminée dans l'espoir que la fumée ne s'interrompe pas. Attention, si vous avez acheté un détecteur de fumée de la marque AS Detect, la répression des fraudes a repéré un lot de matériel non conforme et dangereux. Le modèle JBS02, fabriqué en mars 2012. Il ne faut pas les utiliser. Cette image à présent, Stéphane Gatignon a reçu aujourd'hui le soutien de la ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires, Cécile Duflot, venue en amie. Le maire écologiste de Sevran, en grève de la faim depuis vendredi, s'apprête à passer une 4e nuit sous une tente devant l'Assemblée nationale où un débat sur la dotation de solidarité urbaine doit avoir lieu demain. Stéphane Gatignon réclame une meilleure répartition des richesses entre les villes riches et les plus pauvres. Les époux Tibéri de retour devant la justice. Ils comparaissent en appel dans l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement. Les faits remontent aux élections municipales de 95. Depuis, le couple a multiplié les recours. Il y en a encore eu un aujourd'hui. L'audience pourrait donc être de nouveau reportée. William Vanqui, Noé Salem. Ils sont restés muets. Dans la salle d'audience comme à la sortie, les époux Tibéri ont laissé parler leurs avocats. Maître Forster d'abord, le représentant de Madame. Dès l'ouverture, il demande que soit transmise à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité. Cela voudrait dire un nouvel ajournement du procès. Réponse demain. C'est Pascal qui disait que la pire peine du purgatoire, c'est l'attente du jugement. Nos clients souhaitent être jugés, souhaitent que leur honneur soit rétabli, mais en tout état de cause, ils n'ont jamais joué la montre. On est dans un festival de mauvaise foi, un festival de manœuvres dilatoires. Les époux Tibéri ne veulent pas être jugés parce qu'ils sont coupables, parce qu'ils savent qu'ils seront jugés coupables. Cela fait 15 ans que des élus d'opposition ont déposé plainte dans cette affaire des faux électeurs du 5e arrondissement. Un système d'inscription frauduleuse sur les listes électorales pour lequel les Tibéri ont été condamnés en première instance. Ils ont fait appel dans une procédure qui semble sans fin. Nous ne pouvons les uns et les autres que constater que nous parlons d'une histoire tellement ancienne qu'on a le sentiment qu'on est un peu dans l'archéologie judiciaire. Vous savez, j'ai déposé plainte il y a 15 ans et demi. 3 mandats législatifs de 15 ans et demi. Voilà, on a droit à la justice, donc on attend que la justice donne son avis. Attendre, mais jusqu'à quand? Âgé de 77 ans, Jean Tibéri ne devrait pas briguer de nouveaux mandats en 2014. Au-delà de cette date, une éventuelle peine d'inéligibilité n'aurait donc plus aucun sens. Il est 19h11 à suivre dans ce journal. Polémique autour de la toute nouvelle université Paris Diderot. Certains étages des nouveaux bâtiments sont interdits aux étudiants. Les normes de sécurité n'ont pas été prévues pour. Et puis la guerre des musées autour du peintre Canaletto. À Paris, 2 expos lui sont consacrés en même temps. Les amoureux de Venise ont l'embarras du choix. Mais d'abord, la ruée vers l'or à la Monnaie de Paris. L'institution lançait aujourd'hui une pièce à l'effigie du héros grec Hercule, une édition limitée frappée à seulement 2000 exemplaires. Petite bizarrerie, cette pièce vendue 5000 € n'en vaut en fait que 3277 au cours actuel de l'or. Mais cela n'a pas empêché, vous le voyez, les collectionneurs de se presser pour l'acheter. On en vient à notre dossier consacré ce soir à l'université Paris 7 Diderot. Partie de Jussieu à cause de l'amiante, elle vient de faire sa première rentrée dans des locaux flambant neufs du 13e arrondissement. Des bâtiments construits grâce à un partenariat public-privé avec le groupe Vinci et qui, à peine inaugurés, semblent poser problème. Fernando Malverde avec Philippe Jarry. Il y a des mélanges entre des bâtiments d'habitation avec des appartements, des gens qui vivent dans le quartier, et des bâtiments universitaires avec des cours et des laboratoires de recherche. Donc c'est vraiment l'université mélangée à la ville. 15 ans après la décision de déménager de Jussieu, Denis Berger, le président de l'université Paris Diderot, touche au but. 27 000 étudiants de toutes les disciplines vont se répartir dans 10 bâtiments flambant neufs, totalement insérés dans la ville. Mais à peine mis en service, certaines constructions font grincer les dents. Nos étudiants ne peuvent pas monter au-delà du 3e étage. Il y a une grille entre le 3e et le 4e. Donc nous avons des badges d'accès pour prendre les ascenseurs. Nos bureaux sont à partir du 5-6e étage. Et les secrétariats pédagogiques des étudiants sont au 4e étage. Parce qu'il semblerait qu'il ne peut pas y avoir trop de poids dans les étages supérieurs.
Des bibliothèques ou des secrétariats interdits aux étudiants, des issues de secours limitées font partie des aberrations de certains bâtiments. Celui qui avait déjà donné l'alerte sur l'amiante à Jussieu s'engage de nouveau. On a à la construction des bâtiments qui ne respectent pas les normes de sécurité incendie. On a contourné ces normes d'établissements recevant du public, ces normes de sécurité incendie, en prétendant que certaines parties ne recevraient pas de public. Le programme de l'université a fait en sorte que les derniers étages ne soient jamais attribués à des fonctions d'enseignement. C'est un choix délibéré de l'université. Et c'est aussi parce qu'il y aura des espaces de recherche. Il n'est pas question que des espaces de recherche puissent se transformer en espaces d'enseignement. Pour certains, la façon de construire les bâtiments par Vinci a déterminé leur utilisation future. L'architecte Philippe Blandin est aujourd'hui en procès avec le géant du BTP qui a refusé de nous répondre. Chargé de construire un bâtiment recevant du public au-dessus d'une voie ferrée, il avait prévu de renforcer l'énorme poutre qui le soutient. Selon lui, ses plans et l'affectation du bâtiment ont été modifiés pour des raisons d'économie. Qu'on me transmette les documents, notes de calcul, qu'on me transmette comme quoi la poutre a été renforcée, les fondations. Comment se fait-il que j'avais 5 poteaux intermédiaires au sous-sol et que ces poteaux ne sont plus là ? On a préféré pas rentrer dans cette affaire-là, qui pour nous était vraiment une affaire relationnelle entre l'architecte et le groupement. Donc ça ne nous concernait pas, c'était leur problème. Nous, ce qu'on voulait, c'est avoir un bâtiment conforme à notre programme et qui soit conforme à la sécurité pour les étudiants et pour les personnels. Ce sont 3 des 4 bâtiments qui ont été construits en partenariat public-privé qui suscitent aujourd'hui la polémique. Le contrat prévoit un lien avec le constructeur pendant 30 ans, mais en cas de surcoût, ils seront tous à la charge de l'université. La concurrence est rude, même dans le monde des musées. À Paris, 2 expositions sont consacrées en ce moment au peintre vénitien Canaletto. Laquelle faut-il aller voir? Réponse avec Pascal Sorgue et Audrey Natalizzi. Un peintre, 2 expositions. C'est la guerre des Canaletto à Paris. Hasard de calendrier? Pas vraiment. C'est plutôt l'histoire d'une rivalité feutrée entre musées privés. D'un côté, le musée Jacquemart-André, de l'autre, le musée Mayol. J'étais un petit peu surpris puisque nous travaillions depuis longtemps et nous savions que l'autre musée préparait une exposition sur Boucheron. On avait effectivement programmé une autre exposition pour cet automne et malheureusement on s'est rendu compte il y a un peu moins d'1 an que nous n'arrivions pas à voir suffisamment de prêts. L'exposition Canaletto à Jacquemart-André, prévue en 2013-2014, a donc été avancée. 2 musées, 2 visions de Venise. À Jacquemart-André, ce sont 50 grands védutistes qui sont à l'honneur. Canaletto et Guardi dialoguent sur les Simèses. C'est une vision à la fois juste, réaliste, mais en même temps une vision un peu transcendée de la ville. Une peinture, entre guillemets, de carte postale. Au musée Mayol, qui prépare son exposition depuis 2009, nous partons à la découverte de Venise, peinte par Canaletto. 47 toiles, un film et reproduit pour l'exposition un fac-similé de la caméra oscura, système optique utilisé par le peintre pour faire ses paysages urbains. Nous sommes penchés sur le travail de Canaletto, c'est-à-dire sa façon de travailler. On a voulu enlever l'idée qu'il était un peintre de carte postale. Ce qui ressemblait à une lutte fratricide semble se transformer en réussite. Un peintre et 2 expositions, en réalité complémentaires. C'est un amoureux des mots. D'habitude, il les distille dans ses slams. Aujourd'hui, il publie un livre, direction Saint-Denis. Notre invité ce soir, c'est Fabien Marceau. Marianne, alias Grand Corps Malade. Oui, un nom de scène qui dit beaucoup. Il le doit à une partie de sa vie sur laquelle il ne s'est jamais vraiment étendu, sauf dans ce livre, Patient. Bonsoir, Grand Corps Malade. Bonsoir. Alors, on est à Saint-Denis, la ville où vous avez grandi, la ville où vous vivez. Vous avez réappris à vivre aussi après votre accident. C'était il y a 15 ans. Que vous est-il arrivé exactement ? J'ai eu un accident assez bête, mais très courant finalement. J'ai plongé dans une piscine avec une eau pas assez profonde, un plongeon trop à pic. Et du coup, voilà, la tête a tapé le fond de la piscine, ce qui a cassé une vertèbre cervicale qui allait se loger dans la moelle épinière et qui m'a laissé paralysé. Voilà, ça c'est le départ. Hein. Et on vous annonce alors que vous ne marcherez plus jamais ? On ne me l'annonce pas à moi directement, mais oui, apparemment les diagnostics de départ étaient très pessimistes. Ouais. Et parce que vous aviez à peine 20 ans. Hein ? Ouais, j'étais juste avant mes 20 ans.
Alors là, vous allez découvrir la vie en centre de rééducation. Vous dites que c'est un monde parallèle. Ouais, c'est ça, c'est un monde voilà, qui vit à huis clos, un petit peu refermé sur lui-même, un monde que personne connaît. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est pour raconter ce monde-là. C'est pas un livre sur ma rééducation, sur mes états d'âme du moment, c'est un livre sur cet univers-là, comme une aventure collective. Ce livre, c'est une succession aussi de portraits, que ce soit d'aides-soignants ou de patients. Et voilà, c'est notre vie tous ensemble pendant plusieurs mois, avec ses drames, avec ses anecdotes, avec son humour. Et ce quotidien qu'on ne raconte pas, on raconte jamais le handicap comme ça, sur, je sais pas, des choses, faire ses besoins, faire sa toilette. Hein. Ouais, souvent une personne handicapée, pour le commun des mortels, c'est juste un mec qui marche pas. Finalement, c'est ce que je dis aussi souvent, marcher c'est presque un luxe, marcher c'est pas notre priorité. Il y a plein de choses qu'on aimerait faire tout seul avant de marcher, et notamment se lever, se laver, s'habiller, manger, aller aux toilettes, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude d'être assisté pour ces choses-là. Donc au départ, c'est ça le premier truc à accepter. Et vous dites qu'un bon patient, c'est quelqu'un qui sait patienter. Ouais, voilà. Quand t'es pas autonome pour faire les choses, il faut savoir attendre, parce que on attend que les gens fassent les choses pour toi, viennent t'aider. Donc on attend beaucoup. Et vous avez attendu 15 ans pour parler de cette expérience. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Déjà parce que j'ai toujours su que je ferais ce livre un jour, mais ça me paraissait une montagne d'écrire un livre, donc du coup, voilà, il fallait le courage de s'y mettre. Et puis peut-être qu'il fallait aussi attendre une certaine période pour raconter ça de manière très sereine. Parce que vous êtes sorti debout, hein, quand même, mais vous avez des séquelles aujourd'hui? Oui, j'ai des séquelles. Je marche avec une béquille, bon, là, les gens le savent un petit peu, mais je suis autonome. C'est vrai que le premier combat, c'est celui de l'autonomie, et celui-là, j'ai eu la chance de pouvoir gagner ce combat-là. Et vous ne vouliez pas en parler parce que c'était pour éviter, pour qu'on ne vous réduise pas à ce handicap? Ouais, au départ, j'avais envie de parler de plein de choses, sauf de ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait 3 albums où je parle très peu de cet univers-là, voire pas du tout, même si j'avais abordé dans un ou deux textes le thème du handicap. Maintenant, voilà, je suis connu pour plein d'autres choses, donc je suis reconnu pour ce que j'écris, les textes, les albums. Je me dis que maintenant, je pouvais me permettre de rentrer un petit peu plus dans les détails de ce qui s'est passé à cette époque-là. Justement, la musique, vous en êtes où? J'ai hâte d'y retourner. Je l'ai jamais quitté. On est encore en tournée sur la tournée du 3e album. Je commence à avoir plein d'idées pour le 4e. Donc on va s'y mettre tranquillement. Il y a déjà des textes qui existent. Et c'est un album qui sortira l'année prochaine. Et vous avez écrit une chanson pour Céline Dion dans son dernier album, La mère et l'enfant. C'est pas du tout. J'ai écrit ça il y a un petit moment, mais elle a mis du temps à enregistrer le CD. On commence à me proposer d'écrire des chansons pour d'autres, et plus c'est loin de moi, plus ça m'intéresse. Plus l'écart est grand, et plus je me prends au jeu d'essayer de me glisser dans la peau d'une autre personne. Donc là, entre la grande diva de Las Vegas et le banlieusard, là l'écart était assez grand pour que... Et la chanson est magnifique, La mère et l'enfant. Merci Grand Corps Malade. Je rappelle le titre de votre livre Patient aux éditions Don Quichotte. Merci de venir nous voir chez nous. Merci à tous les deux. Avant de se quitter, vos infos pratiques depuis ce matin. Les trains ne s'arrêtent plus à la station Jaurès sur la ligne 5 du métro. Les quais sont fermés jusqu'au 3 février pour rénovation. Les correspondances pour les lignes 2 et 7 bis sont en revanche assurées. L'installation de murs anti-bruit débute ce soir sur le viaduc de Saint-Cloud sur l'A13. La vitesse est limitée à 50 km/h et la voie de droite neutralisée toutes les nuits du lundi au jeudi dans le sens province-Paris. Et puis à Montreuil, 1200 foyers sont privés depuis vendredi de téléphone à cause d'une fuite d'eau. L'opérateur Orange espère un retour à la normale d'ici jeudi. Plus d'infos évidemment sur notre site internet. Voilà dans un instant la météo et votre édition nationale. Très belle soirée, à demain.